Bonjour. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence prévue dans un format relativement court de 45 minutes. Elle va traiter d'un sujet d'innovation, un sujet d'innovation transmanche. Je vais vous parler d'un savoir-faire horloger qui s'est aventuré sur la mer et qui a cultivé des liens étonnants avec l'univers de la nutrition santé. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ensemble des contributions qui ont permis de préparer ce sujet. Beaucoup d'associations ont été moteurs dans la réflexion, et pour concrétiser ce processus de créativité, les équipes de la MIR, la Maison internationale de Rennes, ont aussi fourni une aide très précieuse et je les en remercie. Alors, pour aborder le sujet de ce jour, je vous propose de l'introduire à travers le prisme d'un jumelage. Il existe une relation de jumelage entre Rennes et Exeter depuis 1956 et qui offre une fenêtre transmanche pour la ville, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais ce jumelage historique est aussi au cœur d'un formidable réseau qui relie deux régions maritimes, la Bretagne et le Devon, qui constitue un réseau franco-britannique ouvert à d'autres cultures. Et puis, la thématique d'aujourd'hui est aussi un jumelage entre les éléments, à savoir l'horlogerie et l'univers des coquillages. Alors, pour bien comprendre ce lien, il suffit de vous imaginer sur une plage, du côté de Cancale ou dans la baie du Mont-Saint-Michel, et bien souvent, vous pouvez apercevoir des coquillages sur le sable, et ces minéraux marins sont d'une très grande richesse, car sans le savoir, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et c'est justement la quatrième dimension que je vous propose d'aborder ensemble, c'est ce jumelage des symboles, à savoir la dimension éternelle et silencieuse des coquillages et l'audace de l'horlogerie venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, dans cette géologie des éléments, ce qui est intéressant également, c'est de remarquer comment elle prend forme dans des signatures architecturales qui façonnent la ville de demain. Ici, vous avez le pôle Urban Quartz, qui illustre notamment le quartier européen des affaires Euro-Rennes qui émerge autour de la gare. Alors, le quartz a joué un rôle en horlogerie, c'est notamment en Extrême-Orient, au Japon, que Seiko, qui veut dire le succès en japonais, a joué un rôle pionnier en inventant la montre à quartz. Et de façon générale, le quartz a été un minéral qui est là pour apaiser les émotions, qui permet de récupérer sa propre lumière et d'être soi. Alors, j'ai été très heureux de préparer cette visioconférence avec l'aide du comité de jumelage entre Rennes et Exeter, puisqu'en retournant un peu en arrière, la célébration du 50e anniversaire du jumelage avait été l'occasion de mettre en valeur 4 horloges, les 2 astronomiques des 2 villes et celle des gares en mouvement. Alors, ce qui rend le sujet très actuel, c'est que depuis le 16 décembre 2020,
l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, on pense immédiatement à la Franche-Comté, à des villes comme Besançon, aux portes de la Suisse, mais il y a eu aussi un arc horloger transmanche que je vous propose de découvrir. Alors, la particularité de la candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire pour sa mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel transfrontalier. Cet élément transfrontalier est très important car beaucoup de réfugiés, notamment protestants, ont fait circuler le savoir-faire horloger d'une région et d'un pays à l'autre. Alors on pense bien évidemment à Genève, où se sont réfugiés des protestants français et italiens, mais moins connu, il y a aussi le mouvement des Huguenots, qui sont allés se réfugier en Afrique du Sud et même sur les côtes de Floride. Alors, toujours est-il que ce qu'il est important de retenir, c'est que le savoir-faire horloger s'est aussi aventuré sur la mer, comme je l'évoquais en introduction. Alors, le métier d'horloger a aussi des origines mystérieuses, car c'était un métier qui s'écrivait sans H et qui a été aussi en rapport avec le réglage des canons. Les horlogers qui maîtrisaient la gravure des platines en laiton ont aussi pu innover dans la fabrication d'instruments de pointage ou de calcul comme les équerres de fil à plomb ou les compas de proportion de Galilée, permettant toutes sortes de calculs qui comportaient souvent des échelles destinées à un usage en artillerie. L'une des spécificités également de l'histoire de l'horlogerie, c'est un contexte politique lié aux frontières, puisque la Franche-Comté est espagnole et Louis XIII et son fils Louis XIV vont reprendre ce territoire. Et donc, il va y avoir une contrebande de connaissances et de compétences qui existe toujours aujourd'hui des deux bords des frontières. Alors maintenant, si on se rapproche de la région Bretagne, il existe sur les marches de Bretagne un campus des métiers qui valorise encore la formation et l'apprentissage qui est situé sur la ville de Fougères. Alors l'école d'horlogerie de Fougères rend hommage à un grand passé puisqu'elle porte le nom d'un prix Nobel de physique. Et le site se situe aujourd'hui sur le parc d'activités de la Grande Marche. Alors, je vais vous parler d'une bijouterie-horlogerie qui a été fondée par mon arrière-grand-père dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui a développé une passion pour l'innovation. Et pour résumer cette culture de l'innovation, il y a une formule assez simple que j'ai résumée en bas de cette slide. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Dans cette bijouterie-horlogerie, il y avait une marque de montre qui fait beaucoup sensation à l'époque. Elle est visible sur la photo à l'écran, à la fois visible sur la vitrine, mais aussi sur le fronton. C'est la marque Zénith. Alors, la marque Zénith, elle est impulsée grâce à l'esprit précurseur d'un Suisse qui va imaginer de grands espaces lumineux dédiés à l'horlogerie, où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé en s'inspirant de techniques notamment nord-américaines. Mais la réunion de l'ensemble des métiers d'horloger sous un seul et même toit est une innovation. Alors, les montres Zénith ont connu une renommée mondiale. Elles ont été récompensées lors d'expositions universelles et elles ont été portées par de grandes personnalités, dont notamment Gandhi.
Je pense aussi à l'aviateur Louis Blériot, qui appréciait beaucoup sa grande ponctualité, et d'autres personnalités à travers le monde. Alors, Monts et Merveilles, comment le savoir-faire horloger a-t-il également développé une reconversion sur d'autres usages qui n'avaient pas été identifiés? Alors, la baie du Mont-Saint-Michel a été un pôle d'innovation, mais pas seulement, car l'innovation a aussi réussi à circuler très vite en réseau, avec Rennes, Fougères, Saint-Malo, les îles anglo-normandes et d'autres pôles. Alors pourquoi cette innovation a circulé? Eh bien, tout simplement, la capacité de l'horlogerie à produire des petits moteurs très ingénieux, à animer des automates, à réparer des montres-bracelets avec des outils très fins, a servi à identifier des molécules d'intérêt et des minéraux marins dans les brisures de coquillages. Et c'est ce qui a permis de développer des recherches en nutrition santé. Alors, je vous indiquais en introduction, lorsque vous êtes sur une plage, vous êtes entouré de calcium. Sans le savoir, la baie du Mont-Saint-Michel est un écosystème très riche en calcium, à la fois en raison du jeu des marées et du sable coquillé qui se développe dans la baie. Et donc, une activité d'extraction de minéraux marins va émerger dans les années 20. Elle va donner naissance à une marque, les industries Probiomère, qui vont briser des coquillages, des minéraux marins, sécher des algues, en utilisant des microtechniques d'horlogerie. Très rapidement, le procédé fonctionne, et notamment pour la nutrition animale, en particulier pour le transport et les ventes d'œufs. Les œufs étaient à cette époque très fragiles, et sur une douzaine d'œufs, il n'en restait que 2 parfois, et le calcium du sable coquillé va être utilisé comme alimentation pour le bétail et permettre notamment de renforcer le calcium, notamment des œufs de poule. En les rendant plus résistants, ils facilitent le transport et les ventes et peuvent rapidement se transporter par train jusqu'aux Halles de Paris. Alors, vous avez ici un coquillage qui a beaucoup fait parler de lui. C'est l'un des premiers logos des industries Probiomère. Mais toutefois, il y a eu un contentieux avec la société Shell qui exploite les stations-service, les stations à essence, et qui considérait que le logo était trop proche du logo en forme de coquille que vous connaissez sans doute dans la plupart des stations-service de la marque. Alors, le succès rencontré au niveau des œufs va être récompensé par la prime d'honneur du ministère français de l'Agriculture pendant la grande crise de 1936. Cette prime d'honneur était une sorte de bourse de l'innovation qui récompensait notamment des brevets qui avaient été déposés. C'est aussi le reflet d'une époque qui engage la modernisation de la France de l'entre-deux-guerres, qui a été une période qui subit les conséquences traumatisantes des pénuries alimentaires. Et puis, c'est une période aiguillée par l'avance des Britanniques dans ce domaine qui avait mieux organisé leur filière de pêche et la filière du lait. Et donc, la France voulait rattraper son retard et mettre en place des filières ultra-modernes.
Alors, pour se développer, les industries probiomères se sont associées avec des marins pêcheurs et vont se porter acquéreurs d'un bateau qui va s'appeler le Saint-Pierre. Je me permets d'insister sur le nom du bateau. Le choix de ce nom faisait aussi référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament: Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et puis, le nom Césarée, pour désigner Jersey, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, donc qui est la forme latinisée qui signifie la très grande île. Il y a un programme immobilier à Jersey, pour limiter les effets des résidences secondaires qui s'appellent toujours Endium Homes. Alors, ce qui permet le développement des industries probiomères, c'est une culture du brevet. Les procédés ont tous été brevetés avant de les industrialiser. Et pour se développer à l'international, il a fallu monter des partenariats atypiques dans des domaines très variés. Ce sont à la fois des contacts avec des filières de l'économie monastique, comme par exemple les moines de l'abbaye de Sept-Fonds dans l'Allier, qui fabriquent toujours un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Mais ce sont également des contacts avec des milieux scientifiques, et notamment l'appui déterminant d'une femme. Je le précise parce que cette semaine, c'est la journée internationale de la femme. Et donc, je vais vous parler un peu de cette femme qui s'appelait Lucie Randouin, qui a été une grande biologiste et qui a été la première femme à rejoindre l'Académie française de médecine. Alors, elle n'est pas tout à fait la première femme à enseigner en Sorbonne. Avant elle, il y a eu Marie Curie, mais en tous les cas, ses travaux précurseurs ont été très reconnus à l'Académie de médecine, et vous pouvez retrouver assez facilement sa lettre de candidature sur Internet. C'est une lettre qui d'ailleurs est très touchante. Alors, dans les années 60, il va falloir aussi s'adapter à de nouveaux paramètres. C'est une période importante de pénurie dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec les maladies qui rongent les huîtres et tout l'écosystème de la baie. Et c'est à cette même époque que les Japonais sont arrivés en Bretagne, puisqu'en 1967, des ostréiculteurs de la baie du Mont-Saint-Michel à Cancale ont reçu l'aide de leurs homologues de la baie de Sendai pour reconstruire les parcs décimés. Et la même année, la ville de Rennes se jumelait avec Sendai au Japon. Alors, pour contourner ce problème de pénurie, un substitut sera recherché. Et c'est notamment auprès d'importateurs que sera expérimentée de nouvelles gammes de produits avec la farine de manioc de Madagascar, dans l'océan Indien, qui est aussi très utilisée en Afrique. Alors, je m'arrête sur ce point, d'autant que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, prépare la prochaine COP26 qui se déroulera au Royaume-Uni. Et le manioc, en particulier l'amidon de manioc, revient souvent sur les devants de la scène, à la fois parce qu'il existe une technologie indonésienne qui permet de transformer le manioc en sac et en sachet biologique. Et puis, l'attrait du manioc prend de l'ampleur car de plus en plus de pays africains
s'y intéresse dans la lutte contre les déchets plastiques, qui est un sujet qui concerne les continents, mais aussi les océans. Progressivement, de grandes entreprises s'impliquent sur le sujet, avec l'exemple de L'Oréal, mais aussi les Kenyans. En tous les cas, good luck à nos amis britanniques pour la COP26, qui, j'espère, encouragera de l'innovation dans ce domaine. Alors, ce qui rapproche Rennes et Exeter, c'est ce pont transmanche, qui, comme je vous l'indiquais, est un écosystème très riche en minéraux marins, mais aussi un passage de témoins pour croiser des filières et innover demain. C'est un élément qui a aussi marqué beaucoup de familles d'industriels. Je pense en particulier à la famille de Christian Dior à Granville, puisque son père, Lucien Dior, a été un industriel très important dans les engrais qu'il est allé étudier à plusieurs reprises en Angleterre. Alors, j'ai peu parlé en fait du rôle des îles, mais ce sont ces sentinelles de granit qui entourent la baie du Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Ces îles jouent un rôle très important. Ce sont des laboratoires d'innovation dans beaucoup de domaines, petites et grandes îles, parce que je vois aussi que participe à la conférence des diplomates de l'île d'Émeraude, donc on pourra peut-être aussi parler un peu de ce qui se passe en Irlande. Alors récemment, une marque a été créée et s'appelle le savoir-faire des îles du Ponant. Alors l'archipel de Chauzet, qui est un quartier insulaire de Granville, est par exemple une île partenaire de cette marque. Alors, un écrivain qui résume le mieux cette relation, c'est Victor Hugo. En particulier, une œuvre de lui qui s'appelle « Les travailleurs de la mer ». Victor Hugo est une personnalité intéressante parce qu'il est né à Besançon, en Franche-Comté, capitale française de l'horlogerie, et il a passé 15 ans de sa vie dans les îles anglo-normandes. Et cette période de sa vie sera une période de grande créativité littéraire, dans lequel il imaginera la figure d'un roi au crinier de l'océan, qui refuse le droit d'entrée de l'or et de l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quid de Rennes dans tout ça ? Eh bien, il y a certainement un dialogue à entretenir, à réinventer autour de cela. Vous savez peut-être que le grand tennisman Rafael Nadal vient se fournir en montre ici à Rennes dans le cadre d'un partenariat avec un ami qui a développé une très grande maison d'horlogerie. C'est peut-être aussi d'autres alchimies à trouver avec de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, en s'inspirant peut-être du grand passé des frères Odorico et de la céramique qui ont beaucoup marqué la ville. Et puis, c'est peut-être aussi un parcours de l'horlogerie imaginaire. Alors, il existe des programmes similaires qui ont été menés dans d'autres villes. Je pense en particulier à la ville de Strasbourg, qui est très en avance sur le sujet et qui a mis en place un programme qui s'appelle l'Industrie Magnifique, qui a été lancé par le directeur marketing monde de Cronenbourg et qui vise à faire rencontrer des vieux métiers, des industriels, des créateurs et des champs nouveaux en matière d'innovation sur l'espace public. Il y a aussi l'exemple de Lorient qui réfléchit
actuellement à un tiers-lieu maritime ouvert sur les échanges avec nos voisins celtiques. Je vous mentionne cet exemple parce que Rennes a été aussi un carrefour de voies navigables ouvert sur l'océan, au nord comme au sud, avec au sud notamment le quai sur Ouf de Redon. Voilà, alors je vous parlais aussi au début de cette visioconférence de la marque Zénith, qui est aujourd'hui propriété du groupe LVMH. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez ce vaisseau de proue, ce vaisseau de verre, qui rappelle finalement à la croisée de l'avenue du Mahatma Gandhi et du jardin d'acclimatation à Paris, ce clin d'œil assez original à la mer. Voilà. Alors, je cite pour terminer mon propos l'exemple de la marque Away qui produit des montres à base de filets de pêche recyclés. Emmanuel Macron en a porté une pendant le G7 de Biarritz et en a offert à Boris Johnson et à tous les autres dirigeants. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de laisser la place aux échanges. Je voudrais juste indiquer en mot de conclusion que les avancées horlogères et la marine sont fortement liées et notamment ont constitué un atout décisif exploité par un personnage rennais qui a souvent été oublié, qui est la mode Piquet. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose d'ouvrir les échanges. Je vais, dans un premier temps, laisser la parole à la présidente du comité de jumelage entre Rennes et Exeter, qui va vous dire un petit mot. Et puis, si vous souhaitez réagir, faire part aussi de vos propres expériences sur le sujet, vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien, merci. Très bien, ok, bonjour à tous, Thérèse Kilner. Donc, au nom du comité de jumelage Rennes-Exeter et de la Maison internationale, je vous remercie, Monsieur Lognonier, pour cette conférence très intéressante et bien documentée. L'année dernière, vous nous avez contacté pour proposer des conférences sur des thèmes qui pourraient nous intéresser, nous et toutes les autres villes jumelées avec la ville de Rennes. Et en septembre, vous avez déjà parlé à l'Amir de Laurence d'Arabie, car Laurence d'Arabie, il est passé à Sétif et bien sûr ici et à Dinard. Alors pour cette vidéoconférence, nous avons donc choisi le thème de l'horlogerie parce qu'il y a de très belles montres, d'horloges plutôt, à Exeter et à Poznań. Et l'horlogerie, comme vous avez dit, est très importante à Sétif et à Sendai surtout. Donc, encore un grand merci pour cette belle conférence et nous accepterons volontiers votre proposition de parler d'autres sujets qui ont un intérêt commun avec les villes jumelées. Par exemple, la géologie, la botanique ou la nutrition. Donc, on attend ces conférences avec plaisir. Comme mon temps est compté, je propose qu'on passe aux questions et contributions. Et je demanderai peut-être à Yves Kerebel, notre vice-président, s'il veut intervenir sur quelque chose parce qu'il a un intérêt personnel dans l'horlogerie. Donc, si Yves est là, tu voudrais bien dire quelque chose? Je suis là, vous m'entendez? Oui, merci, vous pouvez prendre la parole. Voilà, merci. Et puis, je vois les participants. Bonjour à Tim Legood, qui nous écoute là. Alors, sur l'horlogerie et la marine, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la marine est à l'origine de la montre marine qui permet aux navires de faire le point
sur la longitude avec suffisamment de précision, ce qui était indispensable à l'époque où on était dans la découverte du monde entier. Hein. Moi, sur le monde maritime, j'ai un autre point parce que je suis ma famille est d'origine d'activité exclusivement maritime. J'ai travaillé aussi là-dessus sur l'échange avec les bateaux, avec des coquillages, du sable coquillé que je prenais à Brest, au pied du phare du Minou, et du merle, et qui servait également à la nourriture et à l'alimentation des fermes dont la terre était comment dire, trop peu, avec trop peu de calcaire. Et on livrait également, certains bateaux allaient livrer également ce produit de merle en Angleterre directement. Après, ayant quitté la marine, mon fils est rentré à Fougères dans l'école WOSTEP, hein, qui fait qu'elle est… En fait, vous n'avez pas besoin de code au deuxième étage. En fait, il faut que vous alliez dans… On vous écoute, allez-y. Oui, ah oui. Alors, mon fils est rentré à WOSTEP dans l'école d'horlogerie, et pour une question de jumelage, comme il travaillait à Shanghai et que Tim Legood et Maggie Legood visitaient la Chine, ça a été du jumelage puisqu'ils ont rencontré mon fils qui travaillait là-bas dans l'horlogerie. Voilà, ça c'est le jumelage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci à vous, merci pour ce témoignage. Est-ce que je vois que nous avons des participants d'Irlande, de Suisse et même du Liban et même de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Est-ce que vous avez vous-même des réactions? Parce que le coquillage, ce sable coquillé, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, le coquillage a aussi été une monnaie qu'on appelait le coris en Afrique et dans l'océan Indien, et qui a été notamment développé depuis l'île des Maldives. Et progressivement, en fait, le coquillage comme monnaie a perdu finalement de son influence au profit de la monnaie métallique, mais elle a été aussi au cœur d'échanges extrêmement importants. Alors, j'avais noté que c'était inscrit aussi des participants britanniques et irlandais. Est-ce que vous avez peut-être des réactions ou il existe une capsule dans laquelle vous pouvez aussi mettre des questions si vous souhaitez également interagir, si vous avez des difficultés à activer le micro. La petite capsule discussion peut vous permettre, si vous le souhaitez, d'écrire des questions ou de faire remonter des remarques. Est-ce que peut-être avez-vous des expériences horlogères dans le cadre de vos voyages ou de vos différents déplacements? Est-ce que vous avez vu d'autres choses se mettre en place dans ce rapport entre terre et mer? Bonjour Kevin, je vais juste intervenir très rapidement. Merci beaucoup. Merci en tout cas de cette présentation et c'était vraiment très très intéressant parce que je découvre aussi également le parcours de votre famille dans tout cet échange et de ce superbe aussi jumelage qui existe entre Rennes et Exeter. Pour les participants qui ne me connaissent pas, en fait, je suis basé à Cork en Irlande et je suis donc consul de France basé à Cork également. Nous avons un jumelage également avec Cork et Rennes qui existe depuis très très longtemps également, dont je fais partie du comité de jumelage également. Mais je voulais simplement souligner la richesse et la qualité des informations qu'aujourd'hui vous nous avez présentées, et c'est vraiment très très intéressant de voir que la Bretagne aussi puisse se présenter de cette manière-là,
notamment sur des technologies en fait qu'on ne connaissait pas forcément, mais aussi l'appui d'autres pays qui ont pu permettre justement de pouvoir s'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc la Suisse a été un vecteur, je pense, aussi important dans l'horlogerie pendant très très longtemps, et qui a permis également de pouvoir favoriser aussi avec les technicités qui existaient à l'époque, mais la technologie aussi, pour pouvoir s'inscrire donc à l'UNESCO. Donc simplement un grand merci sur votre travail qui, je pense, a nécessité certainement beaucoup de recherches, mais aussi c'est le fruit d'une recherche très, très intense, et aussi l'accomplissement finalement de savoir que dans nos familles, il y a de belles histoires qui existent, et je trouve que c'est important aussi de savoir en parler. Merci beaucoup pour vos encouragements. Est-ce qu'il y a, vous avez la possibilité de réagir avec votre micro, ou sinon d'utiliser tout simplement la petite capsule si vous souhaitez écrire aussi des témoignages ou des questions. Ouais, Kevin, bonjour, c'est Fernand. Je pense que c'est bon. Oui, donc j'interviens en tant que président de l'association Jumelage Réinceptif, et je suis un peu désolé que nous n'ayons pas eu beaucoup d'informations sur l'horlogerie en Algérie. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas de connaissance sur l'horlogerie algérienne. Donc, peut-être que tu peux dire deux mots sur l'horlogerie au niveau du monde oriental, parce que là, on n'a pas du tout d'informations. Parce qu'on est parti sur la mer, mais est-ce qu'il y avait des avancées dans l'horlogerie dans le milieu, dans le monde oriental? Tu sais pas? Oui, alors j'étais très heureux de lancer cette conférence avec le comité de jumelage entre Rennes et Exeter, et puis on a eu le parti pris d'ouvrir un peu la thématique de façon large pour voir comment finalement des territoires partenaires et des villes jumelées avec Rennes avaient eu aussi peut-être des échanges. Ce qui m'a en fait étonné, c'est tout simplement un sujet très fort, c'est le sujet de la contrebande horlogère. J'en ai un peu parlé, mais finalement, peut-être qu'on pourrait trouver des histoires et des parcours extrêmement similaires entre les corsaires de Saint-Malo et les corsaires d'Alger en Méditerranée. Puisqu'en fait, ce métier d'horloger sans H, dans ses débuts un peu mystérieux, qui a existé dans une guerre entre François Ier et Charles Quint, Charles Quint a tenté une expédition à Alger. Et donc, il y a eu aussi des affrontements importants qui ont fait appel à des techniques en matière d'artillerie, et il a fallu faire appel justement à ce savoir-faire horloger. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être de trouver justement ce parallélisme entre une histoire un peu plus tournée vers la Manche et l'Atlantique et un savoir-faire horloger finalement qui serait plus transméditerranéen, mais qui correspond à une époque en fait d'incubation de ce savoir-faire qui est assez proche, qui est autour de la période de Charles Quint, de l'âge d'or espagnol, qui étend cet empire transmaritime, qui a des relations aussi à la fois ouvertes vers l'Angleterre, le Royaume-Uni, et puis en même temps qui est tourné vers la Méditerranée. Donc c'est peut-être ce prisme-là en fait qui pourrait être intéressant à creuser. Merci, Kevin. Écoutez, merci. Il reste quelques minutes avant la fin de cette visioconférence. Peut-être Exeter, est-ce qu'il y a justement des éléments par rapport à l'horlogerie qui mériteraient d'être mentionnés, ou quelques clins d'œil par rapport à l'histoire de la ville dans ce passé? Je viens. Oui, non, je n'ai pas le papier. Oui, je ne sais pas si mon homologue d'Exeter est là. John, vous êtes là? Non. Mais en effet, donc Exeter a une très jolie montre astronomique dans la cathédrale Saint-Pierre. Yes. Et elle date du 15e siècle. Donc, elle fait partie des montres qui ont été construites entre le 14e et le 16e siècle. Je trouve pas le papier là. J'avais regardé. Et il y a même